Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains régionaux, le ministre du Cadre de vie a fait une descente à Parakou pour constater l'évolution du chantier du marché central de Guéma. Les populations vulnérables vont bientôt bénéficier de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, et ce grâce au mécanisme GIR-PSE. D'autres détails sur le projet dans ce journal. Et puis, les femmes fonctionnaires parlementaires sont désormais outillées sur les techniques d'animation et de plaidoyer. Elles ont bénéficié d'un atelier de formation en début de semaine à Posotorin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La mise en œuvre du PAG a engendré une dynamique dont font preuve toutes les composantes à divers niveaux de la République, un engagement et une détermination salués par le chef de l'État lors de son escale à Cotonou dans le cadre de sa tournée nationale. On l'écoute. C'est à l'endroit du gouvernement, de mes collaborateurs, des ministres, des cabinets aussi bien présidentielles que ministérielles, des institutions de la République. Pendant ces 5 années qui se terminent, les uns et les autres ont été vraiment à la tâche avec abnégation, avec tout le sacrifice nécessaire, avec foi, avec passion. Et j'ai pu voir les uns et les autres, parfois, au bord de l'épuisement. Et ces résultats que nous partageons n'ont pas été possibles sans leur détermination. Je voudrais, devant vous tous, les féliciter. Je voudrais sincèrement les remercier pour leur dévouement, pour notre cause de développement. Je voudrais également féliciter les institutions de la République, toutes alors, le Parlement, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Les institutions ont toutes, sans exception, contribué à ce que nous avons pu faire ensemble depuis ces 5 années. Elles ont inlassablement communiqué, chacun restant dans son rôle avec le gouvernement pour accompagner notre action commune. Et ont prodigué les conseils, ont pris les décisions qu'il faut pour chaque fois nous ramener dans le bon chemin, et ça a été très utile. Je voudrais particulièrement saluer la 7e mandature de l'Assemblée nationale, le Parlement qui a passé la main à la mandature actuelle. Ils nous ont accompagnés dans le vote de certaines lois utiles, nécessaires, mais difficiles. Il en est de même pour cette mandature législature qui est en cours, la 8e, qui travaille comme jamais dans l'élaboration des lois, le vote des lois. Ce qui se passe est vraiment extraordinaire. Moi, je suis sincèrement admiratif du dévouement des institutions et de leurs membres, pris individuellement et collectivement. Je me joins au peuple béninois tout entier, à mes concitoyens, pour leur adresser mes félicitations, pour leur adresser mes remerciements. Et
et dire que le constat de notre renaissance se traduit aussi par leur disponibilité et leur performance. La ville de Parakou figure en bonne place dans le projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains et régionaux. Le marché central en cours de réalisation à Guéma est l'une des illustrations des acquis du PAG dans le département du Borgou. En tournée dans le Septentrion, le ministre du Cadre de vie s'est enquéri de l'évolution du chantier Renault Akakpo et Petroni Lokoso pour les détails. Sur le site de Guéma, en plein cœur de la capitale septentrionale, les travaux avancent à un rythme soutenu. L'entreprise Gétran SA déroule son planning avec rigueur et méthode pour livrer dans le délai un ouvrage de qualité. Nous sommes au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée actuellement. Donc c'est le dernier jalon, on va dire, du gros œuvre pour attaquer derrière tous les travaux de corps d'état secondaire. Déjà, vous avez vu, effectivement, vous avez les sites de production de béton qui est fait directement au niveau du chantier. Oui. Donc, nous arrivons à la fin du gros œuvre avec, comme je vous l'ai dit, un objectif pour qu'en février, le gros œuvre du plancher au rez-de-chaussée soit totalement soldé. Le gros œuvre ne représente que 25% du marché global. Donc, on va dire que la phase vraiment difficile, exactement, elle est là. Après, les parties vraiment valorisantes vont démarrer avec la charpente métallique, avec la couverture qu'on vient de définir, qui vont permettre derrière de pouvoir démarrer tous les corps d'état techniques et architecturaux. Les signes visibles sur ce chantier donnent de l'assurance pour une bonne suite des travaux. Je trouve que les choses sont bien organisées ici et que toutes les conditions sont réunies pour que nous délivrions rapidement un marché digne de ce nom. 2,7 milliards, c'est le coût de ce chantier qui est en cours d'exécution sur un domaine de près de 5 hectares. Conduit à terme, il va voir émerger et étaler boutiques dans un espace marchand de haut standing. J'ai abordé d'autres perspectives immédiatement de comment on va finaliser l'aménagement de ce site, de comment est-ce qu'on va donner un véritable poumon économique et commercial à la métropole sous-régionale de Parakou. Ce que nous voulons en conduisant le PAG de cette façon, c'est que ces entreprises puissent prendre l'ascenseur de la qualité et de l'organisation, la qualité des travaux. C'est cette même exigence de qualité qui a ponctué de bout en bout la suite de la visite du ministre José Tonato sur les sites des travaux d'asphaltage à Parakou. Quand est-ce que vous allez finir les reprises? Nous allons faire notre maximum pour que ça date. 15 janvier, pour nous, ça nous convient. Le constat était le même, que ce soit sur la voie de contournement de l'aérodrome de Parakou ou celle longeant le pavé bio derrière le marché dépôt. Cette exigence de qualité trouve tout son sens lorsqu'on jette un regard attentif sur le bitume qui illumine les allées de la rue 2, avenue 134. Cette fissure précoce sur la chaussée n'a pas échappé à la vigilance de l'équipe de contrôle. La secousse, tout ce qui est en dessous en termes de structure, c'est pas en cause. Donc c'est essentiellement le tapis qui est à reprendre. La phase 1 du projet asphaltage a déjà produit ses effets bénéfiques pour un véritable rayonnement de la cité de Parakou. Mais tant qu'il reste encore à faire, rien n'est encore fait, a rappelé le ministre José Tonato. Pas question de dormir sur ses lauriers pour laisser émousser les ardeurs dans la suite des travaux de finition. En suivant le chef de l'État, vous avez dû entendre qu'il a dit « Nous avons pris tout le temps qu'il faut pour faire les études qu'il faut. » Ça nous a pris le temps parce que désormais, il faut que le process de mise en œuvre, de conduite des projets soit sans faille. Si on a pris tout ce temps, un caniveau à ciel ouvert n'a pas pu nous échapper. C'est valable pour les réservations de plants d'arbres et tout le reste. Les équipements de sécurité routière, les espaces verts et les alignements d'arbres, aucun détail n'a été occulté par la délégation ministérielle. Elle s'est même rendue sur le site de production de plans pour l'aménagement des espaces verts. Il est ici question de tirer le meilleur profit de cette sélection d'essence pour étancher la soif des riverains. Et là, nous avons le calcédra, Kaya sénégalensis. Nous avons le cordia sebestena. Nous avons le Melia azedarache, donc le phonime. Des bacs en bois sont déjà disposés le long de certains trottoirs pour accueillir la mise en terre des plans. Cette visite du ministre nous permet de constater réellement l'évolution des travaux. Et au niveau du marché, par rapport à la qualité de ce qui est en train d'être fait, vraiment, nous allons dire bravo. Bravo parce que l'infrastructure qui est en train de sortir de terre, vraiment est une infrastructure de qualité et qui changera le visage vraiment de notre ville. Des lampadaires solaires sur plusieurs kilomètres de voirie, toutes les rues asphaltées à Parakou ont bénéficié de l'éclairage public, ce qui donne au crépuscule une fière allure et un charme singulier
à la capitale septentrionale. Cérémonie d'adhésion du mouvement pour l'épanouissement du corps du Christ aux idéaux du fan club de l'imam Shakirou Amoussou. L'événement a réuni les religieux qui ont apprécié à l'occasion la gouvernance du président Patrice Talon, Robert Copin-Edor et Benjamin Denayon pour le point. C'est loin d'être un concert gospel, mais plutôt une cérémonie d'adhésion du mouvement pour l'épanouissement du corps du Christ, MEC, aux idéaux du fan club de l'imam Shakirou Amoussou, Fasika. Fidèles chrétiens et musulmans réunis ici pour manifester leur soutien au président de la République. Son Excellence, Monsieur Patrice Talon, votre leadership, détermination et abnégation font de ce pays une référence en matière de gouvernance. Ne doutez point, tous les révérends pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, missionnaires et autres serviteurs de Dieu du corps de Christ sont totalement acquis pour vous investir au premier tour en 2021. Nos descentes ensemble avec les imams, les alphas, les fidèles musulmans témoigneront les valeurs qu'incarne Fasika. À ma qualité du président d'honneur de Fasika, nous validons votre adhésion et nous nous engageons à travailler main dans la main. Le tandem MEC-Fasika entend vulgariser les réformes du programme d'action du gouvernement à travers une tournée dans tous les départements du Bénin. Je vous le disais en titre, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires vient d'outiller ses membres sur les techniques d'animation et de plaidoyer. C'est à la faveur d'un atelier tenu en début de semaine à Poso-Tomé. Guillaume Avienou. La salle de conférence de cet hôtel à Poso-Tomé accueille pour 48 heures des fonctionnaires de l'administration du Parlement. Ces membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires y sont pour un atelier de renforcement de capacités sur des techniques d'animation et de plaidoyer dans le cas des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, la femme veut s'imposer sur la sphère politique, être très compétitive en milieu professionnel. Donc, elle a des besoins d'animation, elle a des besoins de pouvoir se faire comprendre et de proposer et de participer aussi à la vie politique. Donc, il faut quand même certaines formations pour l'aider à assurer ce rôle. La présente formation vient combler un vide, estime des participantes, d'autant plus que travailler dans un milieu hautement politique à l'instar du Parlement n'est pas toujours aisé. Nous sommes souvent sur le qui-vive. Il y a le stress, on ne sait plus qui est qui, on se méfie. Il n'y a plus l'harmonie, on se méfie. Si prochainement, il peut y avoir des communications de ce genre sur le stress, vraiment ça va beaucoup nous aider. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se retrouver devant une foule, à dire le fond de leurs pensées. Et en tant que femmes fonctionnaires parlementaires, elles sont appelées parfois à sensibiliser, à informer des lois qui sont votées. Du coup, elles doivent aller au-devant des populations cibles pour expliquer. Donc, ce thème-là a été le bienvenu parce que ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir s'exercer. L'atelier de renforcement de capacité des membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin sur les techniques d'animation et de plaidoyer, le second du genre, cet atelier devrait davantage outiller les participantes pour sensibiliser sur les différentes formes de violence basées sur le genre. L'ambassadeur du Brésil près le Bénin est en fin de mission au cours d'une cérémonie d'hommage organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Luis Ivaldo a donné les impressions qu'il a pu avoir du Bénin au cours de son expérience. Robert Copin-Edor pour le résumé des faits. Pour moi particulièrement, le Bénin était mon premier poste en qualité d'ambassadeur. Fin de mission de celui qui a assuré les bonnes relations de coopération entre le Brésil et le Bénin. Villafane Luis Ivaldo, ambassadeur du Brésil près le Bénin, repart les mains chargées de présent. Après 4 ans d'exercice, le moment est au bilan. Les relations de coopération entre le Bénin et la République fédérative du Brésil
date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États depuis les années 60. Elles se sont renforcées au cours de votre séjour. Plusieurs événements ont marqué vos actions, dont, entre autres, la visite de travail au Bénin du ministre des Relations extérieures du Brésil, Son Excellence M. Aloisio Nunes Ferreira Filho, à Cotonou, du 13 au 17 octobre 2017. La signature de l'accord de crédit du 12 juillet 2017 d'un montant de 188 millions de dollars US auprès de Banco do Brasil pour l'aménagement et le bitumage de la route Quetu-Save, dont les travaux sont en cours et qui participent de la réalisation du programme d'action du gouvernement. Et la signature avec l'Association interprofessionnelle du coton du projet relatif au renforcement de la filière cotonnière à l'aide des meilleures pratiques de classement de l'Afrique du coton sur le marché international. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, vous exprimer notre appréciation positive pour le bilan que vous laissez derrière vous. Villafane Luis Ilvaldo est tout heureux d'avoir passé de bons moments au Bénin. Je voudrais vous témoigner que dans toutes les missions, le numéro de missions de coopération brésilienne qu'on a reçues ici, mes collègues sont venus ici pour travailler avec leur contrepartie béninoise, ont été toujours très contents de pouvoir contribuer quelque chose à ce pays et très heureux de percevoir l'intérêt, la capacité, le potentiel qu'il y a dans ce beau pays. Donc, une fois de plus, ma femme et moi, nous garderons toujours un souvenir très chaleureux du Bénin. Et j'espère bien qu'au futur, on aura l'occasion de revenir ici. L'amélioration du climat des affaires reste une priorité pour le gouvernement béninois qui met un accent particulier sur les relations bilatérales. Les populations vulnérables vont bénéficier de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau grâce au mécanisme GIR-PSE en place dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. C'est un mécanisme qui vise également à réduire les effets des inondations. Au détour d'un atelier d'information, la coordonnatrice du dit projet donne des explications. Elle intervient ici au micro de Marcel Arros. On l'écoute. C'est l'atelier d'information sur les paiements pour services écosystémiques. Et cet atelier vise à faire connaître aux acteurs ce que c'est que ce nouveau concept. Et étant entendu que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui les services écosystémiques, mais en termes d'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau, il y a un travail de fond à faire, surtout au niveau de l'utilisation des différentes ressources naturelles. Et cela nous emmène maintenant à réfléchir sur le dispositif de durabilité, surtout au niveau financier. Donc les paiements pour services écosystémiques constituent aujourd'hui un mécanisme pour pouvoir donner de la valeur aux ressources naturelles et notamment aux services écosystémiques qui constituent les services que nous procure la nature et qu'on utilise sans le savoir. Donc pour permettre surtout aux acteurs qui doivent conserver de poursuivre la conservation, ils usent aujourd'hui de réfléchir à des mécanismes de pérennisation de ce système financier. C'est ce qui nous conduit à réaliser cet atelier aujourd'hui. Et cet atelier vise notamment à faire connaître aux acteurs ce que c'est. Et il y a également la prise de connaissance des expériences d'Haïti, de Madagascar, de la France et d'autres pays qui sont en train d'expérimenter ces PSE et également voir dans le contexte béninois ce qui est possible à faire pour pouvoir démarrer des réflexions dans ce processus, parce que c'est un nouveau concept mondial qui est en train d'être mis en œuvre et le Bénin ne restera pas en marge de cela. C'est ce qui nous a conduit à organiser cet atelier pour enclencher déjà les bribes de réflexion autour de ce nouveau concept.
Direction la commune de Dangbo, où l'ONG Miwadagbe a célébré la 4e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Occasion pour ses membres d'exhorter à une reconstruction de mentalité des personnes en situation de handicap au Bénin. Regarde. Une installation officielle du Bureau des personnes handicapées de la commune de Dangbo pour un mandat de 3 ans. Un bureau qui a pour entre autres mission de défendre les droits des personnes en situation de handicap dans la commune et d'aider à combattre l'infanticide rituel de ces personnes, une pratique contre laquelle l'ONG Miwadagbe lutte depuis des années au Bénin. L'organisation investie dans la défense et la protection des droits des personnes handicapées a décidé de célébrer la 4e édition de la Journée internationale des personnes handicapées in situ sous le thème mieux reconstruire vers un monde post-Covid-19 inclusif du handicap, accessible et durable. Ce thème nous invite à œuvrer davantage pour l'inclusion et l'accessibilité durable des personnes handicapées après la Covid-19. Nous ne devons donc pas baisser les bras, car cette cause qui nous unit est noble. Une cause noble impliquant des personnes stigmatisées par la société. Ces personnes, parce qu'ils sont diminués physiquement, parce qu'il leur est arrivé, suite à une maladie, à un accident ou à un concours malheureux de circonstances, ces personnes sont exclues de la société, sont marginalisées et sont relégués aux arrière-plans de tout ce qui est système de développement de leur communauté. Pour l'ONG Miwadagbe, le handicap ne doit pas être considéré comme une fatalité, même dans le contexte du Covid-19. Quand on est personne handicapée, ce n'est pas la fin du monde. Le thème de cette année nous rappelle et dit bien que pendant ce moment de Covid et après Covid, nous devons faire en sorte que nos mentalités, nos manières de faire, tout ce que nous vivons, soit reconstruit, de sorte que nous ayons la possibilité d'aller à tout comme tout le monde, que l'environnement soit accessible à nous et à tout le monde. Un combat au quotidien pour la dignité des personnes en situation de handicap, c'est ce à quoi invite l'ONG Miwadagbe, pouvoir public, autorité morale et proche de ces personnes. Cérémonie annuelle de remerciement aux divinités pour leur protection au profit de la nation tout au long de l'année 2020. Une initiative de Dalogbe qui s'est déroulée à Kokotomé. Stanislas Lincoln pour les détails. Tout un arsenal d'ingrédients mobilisés pour un objectif. Conjurer les mauvais sorts de l'année 2020 et s'attirer des vibrations positives pour 2021. Ce tradit praticien en est l'initiateur. Il confie un message à ce bœuf qui va le transmettre aux mânes des ancêtres. Mais avant, des tours effectués autour avec des chants invoquant les divinités et sollicitant la présence des esprits. À l'origine de cette cérémonie, la révélation du Fa consultée la veille. Le signe qui est sorti pour cette année, c'est le signe Kagouda. Ça révèle que il y a un danger. Une autre personne va faire quelque chose et puis on va dire que c'est une autre personne qui a fait. Et on sera en train de discuter de ça là jusqu'à il y a le danger qui va arriver. C'est ça qu'on appelle Kagouda. Et Kagouda a ces sacrifices qu'il faut faire pour éloigner les mauvais esprits. On fait ça et puis on fait la bénédiction pour notre pays, le Bénin en particulier, et pour tout le monde entier. Partout où se trouvent les divinités dans le temple, il les parcourt, leur fait des offrandes et les prépare au combat pour l'année nouvelle à venir. Les participants en font de même. Chacun y va de son présent, confiant ses peines et ses espérances au Dieu. Chaque fois que nous prenons part à cette cérémonie annuelle, nous ne regrettons pas. Tout change. Pas de maladie ni d'accident. Nous vivons dans l'allégresse durant toute l'année nouvelle. C'est pour cela que je ne manque d'y participer chaque année. Ça fait la 2e édition que je suis en train de participer. C'était très bien.
Et ce que j'ai obtenu dedans, c'est beaucoup. Parce que tout ce que j'ai dit aux divinités et de Dalogbe, tout ça s'est réalisé. Le motif d'autres personnes présentes ici, l'accomplissement de leurs promesses. Après les sacrifices et bénédictions, le dignitaire se rend à Godomé. Au pied du Tolegba de cette localité, il achève les dernières cérémonies expiatoires. Les corps de 4 enfants migrants âgés de 5 à 10 ans ont été retrouvés sur une plage à l'ouest de la capitale libyenne à la suite du naufrage de leur embarcation. Pendant ce temps, en France, Emmanuel Macron est testé positif au coronavirus. Vous l'aurez compris, on fait le point de l'actualité internationale avec Jérôme Mba. Les corps de 4 enfants migrants âgés de 5 à 10 ans ont été retrouvés mercredi sur une plage à l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, à la suite du naufrage de leur embarcation qui tentait de gagner l'Europe, a indiqué le Croissant Rouge libyen. Le sort des autres passagers, leur nationalité ou leur point de départ n'était pas connu mercredi. En Tunisie, cela fait 10 ans que Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits et légumes en colère à cause du harcèlement policier, s'est immolé par le feu à Sidi Bouzid. Cet acte a déclenché un violent soulèvement qui a renversé le dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Ben Ali a fui en exil le 14 janvier 2011, déclenchant une série de soulèvements à travers le monde arabe. Mais aujourd'hui, alors que les drapeaux tunisiens sont alignés dans les rues de Sidi Bouzid, il y a peu de raisons de se réjouir. 6 hommes en combinaison jaune, couverts intégralement de la tête aux pieds, montent laborieusement vers une cavité perdue au cœur de la forêt gabonaise à la recherche de nouveaux virus émergents. Ces hommes, chercheurs au Centre international médical de recherche de Franceville, se rendent dans une grotte infestée de chauves-souris, des animaux suspectés d'être à l'origine de nombreuses épidémies transmises à l'homme ces dernières années. Nous étudions les chauves-souris de ces grottes parce que les chauves-souris sont suspectées être des réservoirs de plusieurs agents pathogènes, incluant donc le virus Ebola. Donc en dehors de la surveillance des virus responsables des fièvres hémorragiques virales, nous surveillons également d'autres virus dans ces populations animales-là. Vous allez bien ? En France, Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 et va s'isoler pendant 7 jours, annonce l'Élysée, de même que le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, des cas contacts du président. Après le diagnostic établi par des tests PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, ajoute la présidence dans un communiqué. De même pour Brigitte Macron, cas contact mais qui ne présente aucun symptôme, a précisé son cabinet. Toujours en France, affaire Charlie Hebdo, près de 6 ans après l'électrochoc des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé mercredi des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion et la perpétuité pour les complices des attaques, mais a écarté la qualification terroriste pour 6 des accusés. À l'énoncé du délibéré, des avocats de victimes des attaques contre Charlie Hebdo et le magazine Hypercatcher ont salué une décision mesurée qui restera pour l'histoire. Ces 3 mois de procès, c'est l'honneur de la justice française et c'est extrêmement important que les extrémistes violents, terroristes, n'aient pas le dernier mot. C'est la justice et la liberté aujourd'hui qui ont le dernier mot. C'est d'abord le soulagement parce que les victimes sont épuisées. Elles ont donné beaucoup d'elles-mêmes. Elles sont allées au-delà parce qu'elles ont voulu écouter les prévenus, elles ont voulu comprendre. Elles n'ont pas les réponses à toutes les questions, mais en tout cas, elles se sont donné du mal. Ce que vous avez entendu pendant le procès, qu'ils n'en ont jamais parlé, que Saïd Kouachi était en prison à Meaux-Choconnat jusqu'au septembre 2014 et qu'il criait partout qu'il allait venger le prophète et qu'il avait les armes. Ça fait 4 ans qu'on essaie d'avoir des magistrats pour nous entendre et aujourd'hui la justice a reconnu officiellement que ça n'était pas un terroriste. C'est très important, c'est le plus important pour lui. Pour son rôle particulièrement actif dans la préparation des attentats, le principal accusé, Ali Riza Polat,
a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable de complicité des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Ahmedi Koulibaly. Quelques 200 personnes se sont constituées partie civile au procès, premier en matière de terrorisme à être intégralement filmé. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain.